Alors, un nouveau concept sur entreprendre autrement, très intéressant et enrichissant. Chaque mois, je permets à quelques gladiateurs de venir faire face à ces gladiateurs pour leur permettre de poser des questions sur tous les sujets. L'argent, business, l'entrepreneuriat, crypto-monnaie. Dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, et je vais répondre sans tabou. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir certaines choses que je n'ai pas eu peut-être l'occasion d'aborder dans cette scène. Et comme aujourd'hui, nous sommes vraiment plus de 40 000 personnes, merci beaucoup, on est arrivé à un certain niveau, il faut aussi élever, comme on dit, la barre en tout cas, très haut. Donc cette vidéo va être l'une des vidéos les plus intéressantes et plus constructives dans cette scène. Et vous allez me dire sur les commentaires si vous voulez qu'on arrête là ou bien qu'on continue cette rubrique. Ça, c'est le numéro 1 en face de mes gladiateurs. Aujourd'hui, c'est avec des personnes peut-être que vous connaissez très bien, très pertinentes, qui aussi ont envie de savoir peut-être certaines choses qu'on n'a jamais eu l'occasion d'aborder en tant qu'amis, en tant que collègues, en tant que frères. Peut-être aujourd'hui, c'est le bon moment pour répondre sans tabou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est de leur laisser se présenter chacun, moins de 1 minute, 30 secondes. Et ensuite, on prend les questions. Chaque question, je réponds avec vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, transparent. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision en Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Ces gladiateurs d'aujourd'hui, ils sont tous des crypto-traders, mais aujourd'hui, ce n'est pas, voilà, ils ne sont pas là pour parler du trading ou de la crypto-monnaie, mais on est là pour parler de tout et de rien. Et on vous attend sur les commentaires pour poser vos questions. Si les questions sont pertinentes, sur le prochain numéro en face de mes gladiateurs, je répondrai à ces questions aussi. On commence par nos chers amis Zongo Moumouni du Burkina Faso. Bonjour à tous. Merci à Amadou Seck de nous avoir permis d'avoir cette occasion pour vous poser des questions. Mon nom est Zongo Moumouni et issu des représentants de Vision d'Afrique au Burkina Faso. Et grâce à la conférence du 9 septembre, nous avons été du côté de Radisson. Donc nous profitons bien évidemment pour faire un podcast qui va nous permettre de poser un certain nombre de questions sur la vie de notre leader Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Donc si vous êtes prêts, positionnez-vous avec un stylo et un cahier. Et je pense que vous aurez énormément d'informations qui les concernent, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Pour tous ceux qui veulent bien évidemment les découvrir, c'est le moment. Salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Moustapha Diop, je suis toujours étudiant, je suis trader, je suis entrepreneur. On est là aujourd'hui pour un podcast et j'ai pas mal de questions à poser aujourd'hui, M. Amadou Seck. Des questions très pertinentes, restez jusqu'à la fin parce que si vous ne restez pas jusqu'à la fin, vous allez peut-être rater des questions que vous pouvez ou bien vous aimeriez poser. Nous sommes Amadou Seck et aujourd'hui c'est l'occasion de bien vraiment savoir les réponses de ces questions-là. Restez jusqu'à la fin et vous n'allez pas le regretter. Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Donc nous allons partager beaucoup de choses. Comme d'habitude, vous connaissez déjà cette chaîne. Moi, je passe ici tout le temps. Donc c'est toujours votre ami et partenaire Omar Doumbia. Donc, trader indépendant sur le marché financier, un entrepreneur et le représentant de Vision d'Afrique au Mali. Aujourd'hui, dans cette podcast, nous avons pas mal de choses à vous partager. Donc, personnellement, vous allez nous découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Donc, on donne la parole à M. Seck une fois de plus et on va entamer les sujets. Merci. Si vous regardez cette c'est juste présentation, vous allez comprendre que c'est l'Afrique en miniature. Zongo Moumouni du Burkina Faso, Moustapha du Sénégal et Omar Doumbia du Mali. Ils sont tous des grands traders actifs sur les marchés. On était au Sénégal, nous tous, grâce à cet rassemblement de l'économie numérique, la conférence du 9 septembre à Radisson Blu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être des questions-réponses et essayer d'apporter le maximum d'informations sur chaque réponse. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va commencer avec Zongo.
Donc, pour la première question, et ensuite est parti sur Mustapha, Omar, et faire le tour encore. Pour la parole. Donc, moi, ma toute première question va vers les débuts de ton entreprise, Vision d'Afrique. Comment Vision d'Afrique est née? Quelles sont les différentes difficultés que tu as rencontrées? Quelles sont les étapes que tu as pu franchir jusqu'à arriver aujourd'hui, qui devient pas une entreprise sénégalaise, mais une entreprise de l'Afrique ou peut-être du monde entier. Donc, j'essaie en fait toujours de pouvoir comprendre comment est-ce que tu as pu vraiment résister, parce qu'on sait que les entreprises, voilà, la moyenne des entreprises c'est 5 ans sur le marché et elles meurent. Mais vous, vous avez une grande expérience, donc je pense que ça pourrait permettre bien évidemment à ces entrepreneurs aussi qui sont partout dans ce monde-là que je suis, de pouvoir aussi peut-être se réajuster en fonction de la situation que nous racontons aujourd'hui. Alors, merci pour cette question, c'est très intéressant et très pertinent. Les débuts de Vision d'Afrique, c'était seul. J'ai lancé Vision d'Afrique le 3 mars 2016. S'il y a une seule chose que je peux dire sur ça, toute personne qui s'aventure sur quelque chose doit avoir ce qu'on appelle la main dans la pâte. Le minimum que tu puisses faire avant de vous lancer, c'est d'avoir l'expérience et maîtriser ce que tu veux faire. Avant de lancer Vision d'Afrique, moi j'ai travaillé avec une dame dans les multiservices. J'ai fait presque 3 à 4 ans dans ces multiservices. J'avais appris tout ce qui tourne autour de multiservices. En 2015, septembre 2015, j'ai compris qu'avec la dame, j'ai appris plus ou moins tout ce que je dois apprendre sur les multiservices. Mais je n'ai pas gagné beaucoup de choses. Et comme je voulais gagner parce qu'il y avait beaucoup de charges derrière moi, j'étais responsable en tant que fils aîné. Je me suis dit que reste là en train de travailler avec la dame ne va pas régler le problème. Donc je me suis obligé de créer ma propre affaire multiservice. Mais j'avais la vision d'implanter cette entreprise partout. C'est pourquoi depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé le nom. Le nom était toujours Vision d'Afrique. Il y avait beaucoup de difficultés parce qu'au départ, tu es obligé d'être le secrétaire, le comptable, le commercial, le directeur. Parce que tu n'as pas des amis ou bien des collègues ou des partenaires au départ. C'est en ce moment-là que tout entrepreneur doit croire à lui-même, croire à ce qu'il fait. Parce que ces moments-là, il n'y a personne qui va croire en vous. En ce moment-là, tu n'auras rien pour convaincre les gens. La seule chose, c'est votre propre conviction. C'est pourquoi on dit, les Italiens disent, non sine opinione facundia. J'adore cette citation des Italiens. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas convaincu de toi-même, tu ne pourras jamais convaincre personne. Et en ce moment-là, je croyais à mes capacités. Je n'ai jamais laissé quelqu'un qui me dise que tu ne peux pas faire. Mais par contre, je me suis mis sur une seule chose. Si à l'époque, je me suis engagé ou lancé sur une seule chose, c'était la quête de connaissances et savoir-faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres, participer à des formations, à des séminaires. Donc s'il y a une seule chose à retenir sur ça, pour laisser les autres aussi poser des questions, on revient encore, c'est la confiance en soi et de ne pas laisser personne vous décourager, c'est-à-dire que l'audace. Si vous regardez sur la conférence, j'ai donné un cadeau, un téléphone portable à quelqu'un. C'est pour montrer à quel point l'audace est important. Je n'ai pas choisi quelqu'un, j'ai dit quelqu'un qui est capable de venir animer la conférence. Tout le monde devait mettre dans sa tête que je ne vais pas leur laisser animer la conférence. Mais bien vrai qu'ils savent ça, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur de le faire. Et celui qui a décidé de le faire, il va rapporter le cagnotte. Ce qui va faire que tu vas réussir ne dépend pas de tes compétences, quelque part, c'est important, mais ça dépend de l'audace de commencer. Un idiot qui passe tout son temps à passer à l'action a 10 000 fois plus de chances de réussir
qu'un génie qui ne passe jamais à l'action. Voilà plus ou moins sur quoi moi je me suis appuyé au début de Vision d'Afrique. C'est l'audace et l'apprentissage. Voilà. Ok. Mais c'est qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes quelqu'un qui fait du sport régulièrement. Et en tant qu'entrepreneur, on a besoin vraiment d'avoir la santé mentale. Et de ce fait, j'ai une question. Est-ce que tu penses que les activités sportives que tu fais sont importantes dans ton business? Et est-ce que tu as vu des bienfaits concrets dans le fait de faire du sport? C'est très pertinent. Je peux vous dire, en tant qu'entrepreneur, ça doit être une obligation. Ça te donne confiance en soi. Tu as parlé de concret, c'est hyper important. Si je prends mes photos, il y a 6 mois, avant de commencer à faire du sport, et aujourd'hui, ça me donne plus de confiance en moi. Quand tu es entrepreneur, tout élément qui peut te permettre d'avoir plus de confiance en toi est important. Et quand je regarde ça, uniquement cet aspect, c'est important. Mais ce n'est pas que ça. Il y a 2 éléments qui sont plus chers pour un entrepreneur. C'est la santé et le temps. Et le sport, c'est l'une des choses qui te permet d'avoir une bonne santé. Le sport te permet d'avoir ce que tu as dit tout à l'heure, la santé mentale. Les gens oublient, la santé n'est pas uniquement de tomber malade, non. C'est-à-dire que te réveiller à 6 heures, tu n'as pas envie de te lever au lit. Hein? Aujourd'hui, tu viens de te réveiller, mais tu n'as pas envie de sortir, tu es stressé, tu es décompressé. Ça, c'est parce que la personne ne fait pas du sport régulièrement. Un entrepreneur doit faire minimum, je dis, 2 séances de sport par semaine. Si maintenant tu peux aller, moi je fais aujourd'hui presque 4 séances par semaine. Si tu peux aller au-delà de 3, 4, c'est encore mieux. Mais c'est utile, c'est important et ce n'est pas en perte de temps. Tout entrepreneur doit l'inscrire sur son agenda de la même manière que tu as inscrit ton emploi du temps. Lever le matin pour aller travailler, ça doit faire partie de ton programme. C'est hyper important. Et j'ai même entendu dire un entrepreneur qui fait souvent du sport, et vous-même vous le connaissez, il s'appelle Yomi Denzel. Il a dit à chaque fois que vous entraînez 1 heure de temps, ça va augmenter 5 heures de temps de votre vie. C'est-à-dire pas que vous restez dans le lit de l'hôpital, c'est-à-dire ça va augmenter des journaux, mais ça va augmenter votre jeunesse. Voilà. Exactement. Ça va augmenter votre jeunesse. Ça fait 1 heure que vous entraînez, ça augmente votre jeunesse 5 heures de temps et ça aussi c'est hyper important. Il n'y a pas de limite. Les secrets de sport sont illimités en fait. D'accord. D'accord. Donc, super, toujours un grand plaisir de partager des expériences entre nous. Mais ce que je voudrais savoir, donc bien avant ma première question, comment ça s'est passé ton aventure de créateur de contenu sur YouTube? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer des contenus sur YouTube? Et aujourd'hui, tu es prêt? Ou bien avec combien valent ta chaîne YouTube aujourd'hui? Quand on voit ton parcours, tu es auteur de 3 livres, après je vais revenir sur ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas fait l'école, entre parenthèses, tu n'aimes pas trop ces paroles parce que tu n'aimes pas ça trop, mais quand quelqu'un qui n'a pas parti à l'école et cette personne décide de créer des contenus sur YouTube, et ça fait quelques années déjà tu es en train de faire, mais comment ça s'est passé, ton aventure de créateur de contenu? Toujours apprendre. Lorsque j'ai lu le livre de Kiyosaki, Le cadran du cash-flow de Robert Kiyosaki, dans ce livre, il a répartitionné les différentes manières de gagner de l'argent. Les employés, les indépendants, c'est-à-dire que les gens qui ont créé leur propre entreprise et restés là-bas, travaillent eux seuls, les créateurs de systèmes et les investisseurs. Ce qui est plus intéressant, on dit que les employés et les indépendants représentent 95% de la population mondiale. Et ces gens-là partagent que 5% de la richesse mondiale. Les créateurs de systèmes et les investisseurs représentent 5% de la population mondiale qui partagent 95% de la richesse mondiale. Si tu es quelqu'un qui a ta tête, qui lit pour comprendre,
quelqu'un qui réfléchit. Si ça ne te fait pas réfléchir pour changer, tu ne vas jamais le faire. Lorsque j'ai lu ça, j'étais dans les multiservices. Je pensais que j'ai commencé à réussir ma vie. Mais c'est ça qui m'a fait comprendre que je n'ai même pas commencé, je n'ai même pas encore pris la voie pour réussir ma vie. Parce que ça m'a fait comprendre que je suis toujours dans les indépendants ou les employés. Alors, je me suis mis à poser la question, comment faire pour créer un système ou être investisseur. Ce qui a fait que j'ai testé des choses qui n'ont pas marché. Mais comme on dit, celui qui cherche, trouve. C'est ça qui a fait que j'ai investi sur des plateformes d'investissement qui ont scammé, que vous connaissez. Parce que il faut que je devienne investisseur, en fait. Ouais. Je ne l'ai pas regretté. J'ai appris beaucoup avec ça. Mais en matière de création de systèmes, je me suis mis à chercher sur YouTube, sur Google, comment créer un système, c'est quoi un système. Toutes les réponses que j'ai eues, la seule chose qui était à ma disposition, c'était YouTube. Construire une maison et le mettre en location, c'est un système. Mais je n'avais pas les moyens, parce que c'est ça, être réaliste. Je n'avais pas les moyens pour construire une maison. Créer une grande entreprise qui fonctionne sans toi, qui te rapporte de l'argent, c'est un système. Je n'avais pas les moyens parce que ça prend du temps. Et la liste des systèmes que j'ai eu comme réponse sur Google ou sur YouTube, YouTube faisait partie. Quand tu crées une chaîne YouTube, tu mets des vidéos, le système fonctionne sans toi. Même si tu n'es pas là, les gens regardent les vidéos, on te paye, tu vends des trucs sans toi. C'était ça qui m'a motivé à être sur YouTube. Et sur le livre de Kiyosaki, Le Cadran, j'ai compris que si vous êtes sur la part des gens qui créent un système ou investisseurs, même si vous êtes bête, vous aurez votre place. Même si vous êtes le moins bon dans toute cette catégorie, tu vas réussir mieux que les gens les plus intelligents sur l'autre catégorie. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Si vous êtes moyen bon dans le bon cadre, moyen bon, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en tant que créateur de système ou investisseur, tu es le plus médiocre. Toi, en tant que le plus médiocre parmi cette catégorie, tu vas réussir mieux que toutes les personnes qui sont plus intelligentes, mais sur l'autre catégorie. On n'a pas besoin de réfléchir. Donc, je préfère même être moins bon, moins intelligent ici et devancer 95%. Donc, quoi qu'il arrive, je fais partie des 5% qui vont diriger le monde. D'accord. Donc, actuellement, tu tournes autour de 45 000 abonnés. Tu es avec combien, par exemple? Est-ce que tu pourras vendre ta chaîne aujourd'hui à 20 000 $? Même à 50 000 $, je ne peux pas vous vendre ma chaîne YouTube aujourd'hui. Tu n'es pas prêt à vendre ta chaîne YouTube? Même à 50 000 $ liquide. À 50 000 $, qui est l'équivalent de combien? À peu près 30 millions. 30 millions. Aujourd'hui, avec 50 000 $ cash, je ne peux pas te vendre ma chaîne YouTube. Ouais. Cash, je ne dis pas, je te donne avance moitié. Cash 50 000 $, je ne peux pas. En combien de temps comme ça? C'est-à-dire le début aujourd'hui, c'est combien d'années? Disons 2 ans. 2 ans. J'ai fait 2 ans de publication. C'est que si je reprends ma chaîne YouTube, je peux construire une audience. Mais combien de temps? Et qu'est-ce que cette audience peut me rapporter aujourd'hui? 50 000 $ pour celui qui ne connaît pas la valeur de YouTube, il ne peut pas connaître. Pour la première fois, je vais vous le dire. Je peux lancer un programme qui me permet de gagner 30 millions au mois. Au mois de juillet, j'ai lancé une formation pour aider les gens, pour accompagner. C'est juste un mois, j'ai fait 30 millions. 30 millions, c'est très proche de 50 000 $. En un mois. En un mois. Donc, pour dire, j'ai compris le livre lorsque je l'ai lu avec Robert Kiyosaki et je me suis lancé à 100%. D'accord. Zongo, allez-y, si tu as une autre question.
Ok, la question ça n'en finit jamais parce que là, tu le sais très bien, moi, et quand c'est reparti en 2020, on a commencé à collaborer, ainsi de suite. Je me suis dit, bien que j'ai un Master 2, voilà, qui pouvait me donner une place à la fonction publique, et quand je lis l'histoire, bien évidemment, de la fonction publique, avec tous ces fonctionnaires qui, voilà, fourmillent bien évidemment dans le bureau, je me suis dit, est-ce que moi j'avais ma place vraiment là-bas? Mais au fil du temps, je me suis dit que non, la robotisation, c'était pas trop mon genre. Donc, il fallait aussi, moi, trouver un moyen, bien évidemment, qui allait me permettre de pouvoir rendre ou créer une solution à des problèmes. Et cette solution qui allait, en fait, peut-être trouver un moyen qui va donner des sourires à d'autres personnes, allait me rapporter, voilà, des revenus. Donc, j'ai fouillé dans l'étoile et j'étais rencontré. Et chaque fois quand je faisais quelque chose qui ne marchait pas, je me disais, mais comment est-ce que ceux qui ont réussi, bien évidemment, ont arrivé à faire ce qu'ils ont comme résultat aujourd'hui. Donc, je m'étais dit, il fallait que je vienne à Dakar ici pour voir un peu le fonctionnement de ton entreprise, ton personnel, toi-même, bien évidemment, ton statut ici. Et quand je suis venu aussi avec une semaine, j'ai appris pas mal, beaucoup de choses. Et je me suis dit, on a besoin quand même toujours d'un mot de la part du créateur de l'entreprise. Donc, la question que je vais me poser, ou je vais te poser bien évidemment, c'est quel est le conseil que tu as aujourd'hui, toi, en tant que jeune entrepreneur à succès, voilà, à l'endroit de toutes ces personnes qui sont des étudiants, des élèves et des jeunes qui ne sont jamais allés à l'école. Qu'est-ce que tu as comme conseil aujourd'hui à donner? La réponse est très simple. Tu as même posé la question en même temps. Comment les gens qui ont réussi à faire ce qu'ils sont en train de faire, réussir à le faire? Deux choses à noter. Point, pas de plus ni moins. Le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Parce que toutes ces personnes-là, ils ont eu ce courage de démarrer. Toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, ils ont envie de faire, ils ont des projets, ils ont des objectifs. La seule chose qui leur empêche de le réaliser, c'est le fait qu'ils n'ont pas commencé. Une fois commencé maintenant, c'est à partir de là, les challenges sont devant toi. Ça ne va pas être facile. Et ce ne sera jamais facile. Mais ceux qui réussissent maintenant, leur fort, ils ne sont pas abandonnés. Après la crise financière de 2008, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné les marchés financiers. Ce qui fait que Warren Buffett est toujours là. Il a continué à investir. Tout le monde, sans exception, ils ont vécu des moments qui pouvaient leur pousser à abandonner. Ils sont échoués, ils sont perdus, mais ils ont continué. En 2020, sur les moments, les périodes du truc 22 là, là où j'étais au HLM, j'étais sous-locataire. Celui qui m'avait loué mon bureau n'était pas le propriétaire de la maison. C'est après que je me suis rendu compte. Et lui avait un petit souci avec le bailleur, le propriétaire en tant que tel. Il n'est pas payé pendant presque 7 mois. Ils sont partis en contentieux. Lorsque le UG est venu pour le faire sortir, moi aussi je fais partie des gens qui doivent sortir. Je ne savais pas et j'ai payé, j'ai mis le reçu. Mais en droit, on m'a fait comprendre que si c'était le propriétaire qui m'a loué, il ne peut pas me faire sortir comme ça. Mais comme c'est le sous-locataire, moi je suis obligé de sortir. Si je veux maintenant, je peux poursuivre celui qui m'a arnaqué, disons, parce que je l'ai payé, il n'a pas payé. C'est comme ça que je suis sorti dans ces bureaux, des moments très sombres. Je n'avais même pas de bureau maintenant. Je n'avais pas beaucoup de fonds pour prendre encore rapidement un autre bureau pour démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ami même qui m'a hébergé pour que je continue à faire quelques activités là-bas,
le temps que je trouve vraiment là où met les pieds. Lorsqu'on discutait, on me dit, bon, Joe, c'est difficile peut-être. Quand je dis c'est difficile, je dis, quand on croit à quelque chose, on doit le vivre. Je dis toujours, la pauvreté est éternelle. Le manque d'argent est temporaire. Aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent, mais je ne suis pas pauvre. Comme disait, comme vous êtes burkinabé, je prends un exemple sur Côte Simou. La vraie pauvreté, c'est l'ignorance. Le jour où tu penses que tu n'as rien dans la tête, tu peux te considérer comme quelqu'un qui est pauvre et tu n'auras pas l'argent. Parce que l'argent fuit les gens qui n'ont rien dans la tête. Mais comme je pensais et je savais que j'ai quelque chose dans la tête et je continue à faire ce que j'aime bien, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Voilà. Donc pour la réponse avec tous les jeunes, c'est ça. Ayez le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans pour autant parler du mindset. Parce que, honnêtement, selon moi, 90% de la réussite, ou bien même 95% de la réussite, c'est avoir déjà un bon mindset. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui a réussi et qui n'a pas le bon mindset, ou bien il n'est pas sur la bonne voie de réussir? Oui, comme tu l'as dit, hein, le mindset est important. Si ça peut être simple, on va dire l'état d'esprit. Quand tu lis des livres sur la psychologie humaine, tu comprends que tout passe dans la tête. J'ai donné juste un exemple dans la conférence. C'est nos pensées qui créent et nos croyances qui créent nos émotions. Et ce sont ces émotions qui créent des actions. Et ce sont ces actions qui créent des résultats. Si vous avez des pensées et des croyances négatives, vous allez dégager une émotion négative qui crée une action négative, résultat négatif. Tout se passe dans la tête. Si quelqu'un pense à 90%, il va réussir, il va réussir. C'est uniquement les 20% qu'il va travailler maintenant. Si quelqu'un pense à 80% qu'il ne peut pas réussir, les 20% de travail, il ne pourra jamais réussir. Tout c'est ça. La loi de Pareto, 80-20. Tu penses 80% que tu ne peux pas, tu travailles 20%, tu ne pourras pas. Tu penses 80% que tu peux, tu fais 20% d'efforts, tu pourras. Donc le mindset est important dans la mesure où on dit même sur le trading que vous connaissez très bien, c'est 80% de la psychologie. Donc quelqu'un qui a un bon mindset, on ne va jamais généraliser des choses, mais quelqu'un qui a un bon mindset et il n'a pas réussir, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça va être normalement rare. Mais c'est la même chose aussi. Quelqu'un qui n'a pas un bon mindset, réussir va être quelque chose de compliqué et de difficile. Tu peux voir quelqu'un qui n'a pas un bon mindset, quelqu'un qui a un bon mindset n'est pas réussir. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un qui n'a pas un bon mindset et réussir. Parce que si quelqu'un ne pense pas qu'il peut, il ne pourra jamais. Parce que là, c'est les émotions qu'il va dégager, c'est les actions qu'il va mettre en place, ce sont ces résultats-là. Il n'y a pas de sens. La sens, les vrais développeurs personnels disent que ça n'existe pas. La sens, c'est la préparation, comme disait Daniel Hardy dans son livre L'effet cumulé. La sens, c'est le cumul de la préparation, d'être au bon endroit, avoir la sens de tomber sur une bonne opportunité et de savoir la saisir au bon moment. C'est ça la sens. Tu vois deux personnes, l'un réussit, l'autre ne réussit pas. Certaines personnes vont dire que celui qui a réussi a une sens et l'autre n'a pas de sens. Et c'est faux. Celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, on leur parlait d'une opportunité au même moment. L'autre a saisi une opportunité, pas de sens. C'est de savoir saisir une bonne opportunité au bon moment. Le mindset est important et capital pour un entrepreneur.
Ah, d'accord, super. Donc, Monsieur Cheikh, quand on revient toujours aujourd'hui, la question que je vais te poser maintenant, on va parler de l'argent. Aujourd'hui, Monsieur Cheikh a combien de sources de revenus aujourd'hui où nous sommes? Je vais te citer parce que Parce j'aime pas. qu'avant de répondre à la question, hier j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai dit le minimum de sources de revenus qu'un bon entrepreneur doit avoir et comment il doit répartir aussi ses économies par rapport au secteur d'activité. Donc là, c'est la manière dont toi tu fais aussi, tu vas nous partager combien, même si tu ne dis pas tout parce qu'on sait que voilà, tu ne pourras pas nous dire tout, mais combien tu peux partager avec nous comme source de revenus aujourd'hui? Ok. On va faire du concret. YouTube me rapporte de l'argent. Il y a des sources qui me rapportent de l'argent que je ne considère pas comme source de revenus. Moi, ce que je considère comme source de revenus, c'est qui vient. Qu'il plue ou qu'il neige, que j'en viens. Que c'est que même si j'allais dormir, peu importe ce qui va se passer, ça tombe. Ça, je le considère comme source de revenus. Il y a d'autres choses que je considère comme source de revenus temporaires. YouTube me rapporte de l'argent chaque mois. Le transport me rapporte de l'argent chaque mois. Mes livres me rapportent de l'argent chaque mois. Même aujourd'hui, j'ai vendu 2 livres. Ça fait 20 000. J'ai 3 livres. Chaque semaine, minimum, je vends environ 10 livres, 5-10 livres chaque semaine. Si je réussis à vendre 10 livres dans la semaine, c'est 100 000 presque. Donc, je le considère comme source de revenus. Et c'est des choses que je fais sans fournir beaucoup d'efforts. Mes formations sur Internet, je le considère aujourd'hui comme source de revenus parce que c'est déjà mis en ligne. Là où on est en train de parler, peut-être il y a des gens qui vont payer la formation, etc. Donc, c'est des sources de revenus concrets. Notre projet aviculture aujourd'hui, c'est une source de revenus pour moi. Parce que chaque mois, on me dit voici les bénéfices qu'on a. Parce que c'est l'année dernière qu'on l'a fait, on a investi 14 millions. Et chaque mois maintenant, chaque 45 jours, ça produit et on me donne mes gains. Je prends avec l'argent que je gagne gauche à droite, l'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Je n'ai pas encore source de revenus dans l'immobilier parce que je suis en phase de construction. Mais c'est qu'avant la fin de cette année, j'aurai des sources de revenus solides. À partir de là, même si on me demande plus, même maintenant, c'est quoi ton source de revenus, je ne parlerai que de ça. Parce que c'est que ce bâtiment aura une durée de vie de 100 ans. D'accord. Donc, ce que je veux dire, les investisseurs, c'est-à-dire quand on donne, par exemple, tout de suite, on donne 1 million de dollars à M. Cheikh, comment il va répartir 1 million de dollars dans des investissements? Si on me donne tout de suite 1 million de dollars, je prends les 300 000 dollars, je le mets sur Bitcoin sans réfléchir. Je prends 10 000 à 20 000 dollars, je les répartitionne sur d'autres crypto-monnaies. Je peux prendre même 50 000 dollars ou 30 000 dollars, le mettre sur Ethereum. 300 000 dollars sur Bitcoin, 100 à 150 000 dollars sur Ethereum. Le reste, je le mets sur les 500 000 dollars, je le mets sur les petites crypto-monnaies. Les 500 000 dollars qui restent, je les mets dans l'immobilier. D'accord. 1 million de dollars. Je prends 500 000 dollars, je le mets dans l'immobilier. J'achète 2 penthouses à Dubaï ou j'achète 2 grands immeubles, un à Abidjan, un à Dakar. Je prends les 500 000 balles, je les mets sur crypto. Sans réfléchir, les 500 000 dollars, les 300 000 vont aller directement sur Bitcoin, pas tous les cryptos. Ouais. 200 000 dollars qui restent, je peux même prendre 100 000 dollars, je les mets sur Ethereum ou 150 000 dollars. Les 50 000 dollars qui restent, je les répartitionne maintenant sur les petites crypto-monnaies. Voici les secrets partagés avec vous. C'est une question qui est surprise que je lui ai posée. Comment il est prêt aujourd'hui à répartir ses portefeuilles dans des investissements? Si vous aussi, si vous êtes la même personne qu'on vous donne les mêmes montants, est-ce que vous allez faire pareil comme lui? Donc, il a parlé de la crypto-monnaie du Bitcoin. On a vu son aventure avec le Bitcoin. Je vais lui poser la question. Monsieur Cheikh,
de votre lancée dans le domaine de la crypto-monnaie? Parce que sur la toile, vous êtes connu comme un grand trader. Vous êtes même, on vous a donné des trophées par rapport à ça, l'un des meilleurs grands traders de l'Afrique de l'Ouest. On a aussi vu que ton entreprise fait partie de la meilleure entreprise au niveau de la formation du trading des crypto-monnaies. Donc, ton aventure dans le domaine de la crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui, tu estimes combien d'argent que tu as gagné avec la crypto-monnaie? C'est très difficile d'estimer tout ce que j'ai gagné sur la crypto. J'aime bien dire les entrepreneurs d'une manière générale, que ce soit traders ou non traders. Quand vous rentrez sur un secteur d'activité, un univers, ce qui fait la différence, c'est votre genre de visionnage. Il y a des gens, quand ils rentrent dans un secteur d'activité, dès qu'ils rentrent, c'est eux-mêmes qui mettent des limites. C'est-à-dire qu'ils mettent des barrières, qu'ils ne peuvent plus voir toutes les opportunités qui tournent autour de cet univers. J'ai eu la chance de savoir saisir toutes les opportunités qui tournent autour de mon secteur d'activité, sur n'importe quel secteur d'activité. Quand je parle avec les jeunes, moi je ne mentionne même pas les miettes que je gagne sur le marché en tant que trader actif. 100 $ par-ci, 100 $ par-là, 50 $ par-ci, 50 $ par-là, 200 $ par-ci, 200 $ par-là, c'est rien. C'est des choses qui te permettent de manger, de vivre jour le jour. Mais ce n'est pas uniquement ce qui te permet de gagner de l'argent. J'ai investi beaucoup sur la crypto. Beaucoup. Du temps, d'énergie et de l'argent. J'ai payé beaucoup de formations. Je suis parti jusqu'à Dubaï pour me former, pour comprendre vraiment l'univers de la crypto. Donc, en matière d'investissement, j'ai gagné beaucoup. Premier gain que j'ai fait, quand je dis gain, c'est-à-dire que quelque chose de conséquent que j'ai fait sur le trading, c'était décembre 2020 avec Dogecoin. Première explosion de Dogecoin. Après, j'ai investi maintenant beaucoup. J'ai investi sur Solana, qui a aussi explosé. J'ai proposé des formations que les gens ont aimé, apprécié, qui marchent énormément. J'ai écrit un livre sur le trading de la crypto, qu'on a vendu partout dans le monde. Donc, si tu prends tout ça dans l'ensemble, c'est pas mal. Je l'ai donné beaucoup, mais il m'a aussi redonné encore plus que ce que je lui ai donné. Et ce que j'ai donné au trading aujourd'hui, c'est de faire aimer, connaître, comprendre le trading à des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Mais je ne l'ai pas regretté. Il m'a encore redonné tout ce que je lui ai donné. Je n'ai pas regretté d'avoir investi et de m'aventurer sur le trading de la crypto-monnaie. Tu penses qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie peut changer la vie de quelqu'un, la vie, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui? Tu penses que dans les années à venir, c'est une opportunité d'investissement qui pourra permettre de quitter d'un point A à un point B comme toi, c'est-à-dire l'opportunité que tu as saisie? Tu penses qu'il y a toujours cette opportunité sur le marché? C'est toujours le bon moment. Meilleur moment même. La crypto-monnaie peut faire même plus que changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Le marché n'est pas encore saturé. On n'a même pas encore 5% dans l'univers de la crypto. Si vous lancez, bien sûr, il faut connaître maintenant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant. Si je ne croyais pas à ça, tu ne vas pas me dire que si j'ai 1 million, comment je vais le faire? Je te dis sans réfléchir, je mettrai 300 000 $ sur Bitcoin. Parce que ça va monter. Toutes les personnes aujourd'hui qui ne vont pas investir sur la crypto, ce sont les fauchés de demain. Et quand je parle de demain, il ne faut pas regarder les choses à court terme. C'est-à-dire qu'on est en 2023, 2024, 2025, 2026, 2030. On tend 2035, 2040. C'est ça la vision. Si quelqu'un pense qu'en s'aventurant sur la crypto-monnaie, s'il ne devient pas millionnaire ou milliardaire en 2023, 2024, 2025, c'est un gâchis, il n'a qu'à arrêter. La vision, c'est de parler.
j'ai eu la chance de tomber sur le livre de CIA, Le Monde en 2040. Il y a une forte chance d'ici 2040, vous n'allez plus voir le dollar en physique, vous n'allez plus voir l'euro en physique. J'étais à Dubaï, les gens ne marchent pas avec l'argent. Tout est numérique. On va parler de la crypto-monnaie, forcément. On va parler de Bitcoin. Aujourd'hui, les institutions comme BlackRock, ce n'est pas une institution de la crypto-monnaie. Et c'est des institutions aujourd'hui qui se mêlent, qui s'intéressent, qui proposent des ETF Bitcoin aujourd'hui. Si quelqu'un pense qu'il va attendre un bon moment, ce bon moment ne va jamais arriver à cette personne. Parce que c'est aujourd'hui. Je crois fermement qu'il n'y a pas un secteur d'activité plus prometteuse que la crypto. Par contre, je dis à personne de faire que la crypto. Vous êtes là? Je dis à tout le monde de faire autre chose. Faire YouTube, parler d'autres choses, gagner de l'argent sur plusieurs moyens. Mais mets aussi un pied sur la crypto-monnaie. L'énergie sur la crypto-monnaie. Tu ne vas pas le regretter. Alors, merci pour tout ce développement qui ne ménage aucun effort pour donner. Alors, des conseils qui inspirent vraiment à cette jeunesse africaine. Cette jeunesse qui est pratiquement marginalisée partout dans le monde. Quand on parle de la jeunesse africaine, c'est cette jeunesse-là qui n'est même pas jeunesse sur la loupe. Donc aujourd'hui, je pense que le domaine de la crypto-monnaie, c'est un domaine très porteur. Donc qui permet à beaucoup de personnes, bien évidemment, de changer de vie. Vous êtes un exemple. Donc la question que moi je me pose actuellement, quand je regarde le marché de la crypto-monnaie, qui aujourd'hui il y a l'espoir, demain il y a un crash. Aujourd'hui il y a l'espoir, demain il y a un crash. Et avec toutes ces institutions, les banques, bien évidemment BlackRock que vous venez de mentionner tout de suite, est-ce que tous ces éléments, quand on les met ensemble, quels sont les réels impacts, leur impact, bien évidemment, dans le domaine de la crypto-monnaie? Parce que, voilà, comme on le sait très bien, bien évidemment, au départ, les institutions, même s'ils s'intéressent à la crypto-monnaie, ce n'est pas écologique. Mais grâce à ETF Bitcoin, aujourd'hui, beaucoup d'institutions peuvent s'intéresser parce que là, il y a au moins une régulation du marché, donc ce qui va permettre aux grandes institutions, voilà, à commencer par BlackRock, qui s'intéresse à la crypto-monnaie. Maintenant, vous, en tant qu'expert, est-ce que cela peut avoir quel type d'impact sur les domaines de la crypto-monnaie? Oui, beaucoup d'impact positif et quelques inconvénients négatifs, disons. Mais moi, je suis parti toujours sur la partie positive des choses. Il y a la partie là. En 2017, avec l'arrivée des plateformes comme Binance, les gens disaient la même chose. La crypto-monnaie n'est pas faite pour décentraliser. La crypto-monnaie est faite pour la décentralisation. Les gens avaient peur des plateformes comme Binance, comme L-Bank, comme Coinbase et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, ou quoi qu'on puisse dire sur ces plateformes, même si ça va être centralisé quelque part, ça va être 10 000 fois beaucoup plus utile et intéressant que les institutions financières. Les institutions, les banques et tout ça. Ça va être beaucoup plus intéressant. Le fait que le contrôle aussi, même si on a les plateformes centralisées, le contrôle ne sera pas comme les banques. Quand vous êtes dans une banque, tu as toutes tes données. Tu fais une transaction, il faut que les institutions entre eux valident les transactions. Même si BlackRock s'intervient, ce n'est pas à eux de valider les transactions. Les transactions restent encore anonymes et restent encore sous la validation d'un système qu'on appelle la blockchain. Ce n'est pas parce que Binance intervient que Jean-Ping Zhao qui va valider les transactions. Non. On pense à travers sa plateforme comme un passerelle, mais la blockchain continue à faire son travail. Mais les avantages sont illimités. Ça permet, tu sais, on vit dans un monde des caïmans.
des systèmes qui ne veulent pas que ce système, les détenteurs de ce système ne veulent pas perdre tout le pouvoir de ce système. Chaque pays peut se lever du jour au lendemain pour dire que c'est un crime aujourd'hui d'utiliser la crypto-monnaie dans notre pays. Vous savez ça? Mais avec l'intervention, même, je reviens sur ça, même si un pays dit que c'est un crime, ça ne peut pas empêcher les gens de le faire parce qu'il suffit avec ton téléphone. Mais on peut commencer à traquer les téléphones qui ont ça et dire que c'est un crime ou c'est un délit pour toi. Tu es en train de faire des choses interdites dans le pays. Tu n'y peux rien. Parce que c'est eux qui ont ce qu'on appelle la force, qui ont la possibilité de faire des violences légitimes, etc. La police, la gendarmerie, etc. Mais avec l'intervention des BlackRock et tout, ça empêche à ces organes, ou bien à ces lobbies, ou bien à ces États de réagir comme ça. Parce que BlackRock n'est pas une petite pion sur le marché financier mondial. Ça permet aussi les gens d'avoir confiance. Parce qu'il y a des millions ou milliards de personnes qui ont investi sur des actifs gérés par BlackRock. Si BlackRock s'intervient et dit on a notre propre crypto Bitcoin, entre guillemets, parce que s'ils sont leur propre ETF Bitcoin, c'est comme si ils sont leur propre Bitcoin, ça donne confiance à ces milliards d'individus de vouloir s'intéresser à Bitcoin. Et ce qui va faire maintenant l'explosion de Bitcoin, c'est juste l'engouement des gens et des autres. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour ceux qui connaissent. Les seuls inconvénients, c'est ceux qui ne se connaissent pas. C'est pourquoi c'est hyper important de se former, d'apprendre, de comprendre. Mais comme j'ai dit à Omar tout à l'heure, c'est toujours le bon moment de se lancer sur le trading. Même si le trading ne vous intéresse pas, même si vous ne voulez pas faire du trading, vous ne voulez pas comprendre c'est quoi les graphiques, c'est quoi les chandeliers, c'est quoi les analyses techniques ou fondamentales, créez votre portefeuille, mettez même 100 francs, 1000 francs, ce que tu as, et l'oubliez. Peut-être demain, à cause de cet effort, tu feras partie des gens qui vont regretter de ne pas avoir investi au bon moment. Moi, c'est ça quand même que je voulais intervenir. Voilà, on a beaucoup parlé du domaine de la crypto et tout ça. Je sais que vous êtes quelqu'un qui aime trop voyager. Et j'aimerais savoir combien de pays tu as déjà fait. Et le plus que tu as plus adoré et quel pays aimerais-tu visiter maintenant? J'ai fait presque, si mes comptes sont bons, presque 19, 20 comme ça. Sans compter les pays que j'ai fait plusieurs fois. Le pays que j'ai plus adoré, c'est Abidjan. Abidjan, j'adore Abidjan. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi les gens... C'est un bon pays en tout cas. C'est un pays qu'on doit protéger même. La guerre, tout ça qui arrive là-bas de temps en temps, ça doit plus arriver là-bas. C'est un bon pays. J'adore Abidjan. J'aime aussi Dubaï. J'aime Dubaï. Par rapport au climat, je fais 3 reprises à Dubaï, même l'année dernière, cette année aussi, plusieurs fois. Quand tu es entrepreneur, arrive à un certain niveau, les avantages que Dubaï propose, tu es obligé d'y aller. Parce que tu es dans un pays où les gens ne permettent pas les gens de travailler. Tu commences à travailler, on commence à faire des enquêtes sur toi. Tu commences à travailler pour aider, pour contribuer au développement de ton pays. Les gens commencent à vous appeler de la police, gendarmerie, tout le temps. Tu n'es même pas tranquille. À Dubaï, tu es en sécurité totale. C'est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Taux de criminalité -0. Le vol est quasi inexistant. Tu oublies ton téléphone quelque part, on te l'amène chez toi. Au restaurant, là où on mange, on n'a jamais eu l'occasion de mettre nos téléphones en poche. Quand tu vas dans ta table, tu mets ton téléphone, tu allais faire ce que tu fais. Salle de sport, même chose. J'adore cette sécurité, mais je me vois à Abidjan. Un pays que j'ai aimé, où je voulais un jour visiter, c'est New York, États-Unis. Tout ce qu'on parle de ça, tout le monde parle d'États-Unis, tout le monde parle de New York, de Las Vegas, tout ça. J'aimerais un jour partir voir à mes propres yeux.
une zone aussi que j'aime bien, c'est Johannesburg, Afrique du Sud. C'est un bon pays. Mais parmi tous ces pays, j'adore. Si le jour au jour, je décide d'aller vivre dans un pays tranquillement, plus travailler, plus rien, ça va être entre Abidjan et Dubaï. Abidjan et Dubaï. Ouais. Et Dubaï, aujourd'hui, tous les entrepreneurs que je connais, dès qu'ils commencent à gagner beaucoup d'argent, ils vont dire, moi je vais aller m'expatrier à Dubaï. Parce qu'ils se disent que Dubaï, tu vas rencontrer que des entrepreneurs là-bas. Et j'ai entendu dire que Dubaï, il y a 1000 opportunités de gagner de l'argent, et comme aussi il y a 1000 opportunités de dépenser ton argent. Oui, non, à Dubaï, ce n'est pas uniquement même les gens qui arrivent à certains niveaux, ce n'est pas uniquement pour gagner, ce n'est pas uniquement même pour rencontrer les entrepreneurs, c'est la tranquillité. Tu arrives à un certain niveau, tu as besoin de la tranquillité. Tu as besoin d'être dans ton bureau, travailler sans stress. Et dans nos pays, malheureusement, tu arrives à un certain niveau, tu n'es plus tranquille. Les agresseurs te cherchent, les voleurs te cherchent, la famille ne te met pas, tu n'es pas tranquille, mais l'État aussi met tous les moyens pour te combattre, pour t'abattre. C'est dommage, mais c'est ça l'Afrique, c'est dommage, c'est ça aussi dans beaucoup de pays. Les pays européens comme France, comme Italie, les entrepreneurs qui partent, ça la plupart du temps, c'est pour fuir les impôts. Dans ces pays-là, l'impôt coûte trop cher. Et quand tu pars à Dubaï, on te dit c'est Eldorado. Exactement. Par exemple, quand on prend la population mondiale, 100% de la population, on a constaté qu'il y a 5% de la population qui sont riches et les 95% de la population, ils sont dans la classe moyenne ou bien ils sont pauvres, pour ne pas dire pauvres. Donc je dis dans la classe moyenne. Mais selon toi, au travers tes lectures, tes voyages, qu'est-ce qui différencie la mentalité de ces 5% de la population et la mentalité des 95% de la population? Parce qu'on a vu ton parcours, tu es parti, tu n'étais pas au début un homme riche. En fait, tu as commencé zéro avec ta création Vision d'Afrique dans un magasin. Petit à petit, tu es monté à l'escalier. Aujourd'hui, tu te permets, tu pars à Dubaï, à Abidjan, tu fais un tour, un tout petit peu. Tu fréquentes aussi des gens qui ont de la mentalité riche, comme moi, comme Tafa, comme tout le monde ici, Zongo, tout le monde. Donc aujourd'hui, tu penses qu'est-ce qui différencie notre mentalité aujourd'hui? Je vous dis pourquoi j'aime bien vous fréquenter. Je ne fréquente pas les gens qui ont l'argent ou qui n'ont pas l'argent. Mais les gens qui ont la mindset de comprendre le chemin. Vous êtes sur le chemin. L'argent, c'est une compréhension, c'est une mindset. Comme il l'a dit tout à l'heure, le mindset est plus important. Tu peux avoir beaucoup d'argent et tout perdre. Les gens qui n'ont pas un bon mindset, qui ne comprennent rien de l'argent, le jour où ils perdent l'argent, ils vont se suicider. C'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes se suicident, non? Il y a des gens qui se mettent une balle dans la tête parce qu'ils ont perdu leur argent. En 1995, si je ne me trompe pas, Donald Trump a été déclaré faillite. Mais il ne s'est pas suicidé. Parce qu'il sait que son mindset, pour refaire encore son argent, c'est rien. Ce qui différencie beaucoup de personnes, les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas, c'est, je vais le répartitionner sur 3 parts. La première, c'est le mindset. C'est des gens qui croient toujours que c'est possible. Peut-être que tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie, ce ne sera pas possible. Tu ne vas pas le savoir parce que c'est quelqu'un qui pense que toujours c'est possible. Des gens qui comprennent maintenant que moi, pour faire partie des riches, ce n'est pas uniquement l'intelligence ou l'intellect, mais c'est de faire partie des 5%. Les 5%, c'est la création de systèmes, c'est d'être investisseur, c'est de fréquenter les gens que tu veux ressembler. Si tu es avec les gens qui réussissent, Robert Kiyosaki l'a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Les gens vont commencer à vous donner ce qu'ils veulent donner à des personnes qui sont plus montées ou bien plus en haut que vous, mais parce que vous fréquentez ces personnes. L'erreur monumentale que les gens vont faire, c'est de quitter un endroit en pensant que tu es arrivé au sommet. Même le jour où vous arrivez au sommet, vous avez besoin des autres. Si on prend la différence, j'ai dit bien, la différence entre les pays, ou bien on prend directement la différence entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. On va parler un peu de tout, parce que nous aujourd'hui on vit dans le continent africain.
Aujourd'hui, pourquoi la jeunesse africaine ne se permet pas de voyager comme la jeunesse européenne? C'est-à-dire il y a plein de jeunes européens qui font du business, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils réussissent, ils profitent, ils voyagent, ils font beaucoup de choses. Mais quand on prend la jeunesse africaine aujourd'hui, il n'y a que 1% qui peut se permettre vraiment de vivre ses vies. Est-ce que ça, c'est dû à quoi en fait? Est-ce que pour les jeunesses africaines, c'est parce qu'on pense que ce n'est pas possible ou bien on se ridiculise? Parce que quand tu dis un jeune, c'est possible d'aller vivre, un jeune africain, sénégalais ou bien malien, d'aller vivre à Dubaï, il va te dire, mais tu penses qu'il ne se croit pas possible dans les jours à venir. Mais on voit des plaintes de jeunes européens qui font tout le temps des voyages qu'il faut. Pourquoi pas aussi les jeunes africains commencent à vivre cette vie? Tu penses pourquoi ils ne croient pas que c'est possible? Deux choses. La première, c'est le système éducatif que nous avons implanté ici pour nous faire croire que nous sommes inférieurs par rapport aux autres. Nos passeports ne valent pas grand-chose. Les Américains n'ont pas besoin de visa pour voyager. C'est l'un des exemples. Deuxième chose, les jeunes Africains, ils ont peur de tout. Certaines personnes, ils ont peur de perdre le peu qu'ils sont. Quelqu'un qui a 300 000, et si tu le dis aujourd'hui, on part au Mali, avec ces 300 000, il a peur. Il pense qu'il va dépenser, il va perdre ces 300 000. Sans savoir que ce qu'il va apprendre là-bas vaut mieux que 300 000. Il peut rencontrer, il peut gagner aussi plus de 300 000. Et deuxième chose aussi, quand même, tu ne peux pas t'aventurer comme ça. Il faut être comment il s'appelle, le bon cadre, le bon endroit. Être investisseur, être un businessman. Si tu n'es pas un businessman, tu n'es pas un investisseur, tu ne fréquentes pas des bonnes personnes, tu n'as pas des relations, tu ne peux pas le faire. Mais c'est possible. Et nous, on n'a pas besoin forcément de voyager tout le temps parce qu'on a tout ce qu'il nous faut ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon pays de cœur, parmi tous les pays que j'ai visités, c'est Abidjan. Il y a l'opportunité, il y a le business, il y a tout. Donc, je dirais à tous les jeunes, prenez vos responsabilités, vos courages à deux mains, visitez le monde, c'est possible. Mais c'est dans la tête aussi. D'accord, merci. Rapidement pour clore, parce que là, si nous regardons sur l'étoile, toi tu encourages la crypto-monnaie, parce que moi aussi j'aime la crypto-monnaie, et vu mon histoire aussi avec la crypto-monnaie que je ne vais pas raconter ici. Mais tout récemment, il sait que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où, mais bien évidemment en fonction des informations que j'ai eues, des échos que j'ai eues, quelle différence, toi, en tant qu'expert aujourd'hui dans la crypto-monnaie, tu fais entre la crypto-monnaie et les sites d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, les sites d'investissement, ça n'aide pas tout. Les gens investissent, et demain, ça disparaît avec des milliards. C'est très simple. Très simple. Confucius a dit, il n'y a qu'une seule bien sur terre, c'est la connaissance. Il n'y a qu'une seule mal sur terre, c'est l'ignorance. C'est juste l'ignorance. Tu t'aventures sur quelque chose, tu ne connais pas c'est quoi la crypto, tu considères plateforme d'investissement comme crypto. Plateforme d'investissement en ligne. Qui utilise la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Toi, tu utilises la crypto-monnaie maintenant pour l'intitulé de cette plateforme. Cette plateforme, ce n'est qu'une plateforme. Il pouvait utiliser Orange Money, il pouvait utiliser Western Union, il pouvait utiliser RIA pour payer. Mais il utilise la crypto parce que c'est beaucoup plus facile et moins coûteux pour payer les gens. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Tu l'as bien dit. Plateforme d'investissement, où on a marqué crypto-monnaie là-bas. Plateforme d'investissement en ligne. Par contre, qui utilise la crypto pour payer ceux qui ont investi. Alors, si maintenant toi, tu as l'ignorance de ne pas comprendre tout ça et tu ne veux pas apprendre pour le comprendre, et tu continues à dire il y a de l'arnaque sur la crypto, ça c'est ton problème. Ce que je voulais aussi dire pour attirer l'attention de beaucoup de personnes, la crypto en tant que telle aussi, quand on sort même des systèmes d'investissement en ligne, la crypto en tant que telle n'est pas de l'arnaque.
Mais il y a des arnaqueurs aussi à l'intérieur de la crypto pour arnaquer. Sur même mon canal Telegram, je vois des gens qui me envoient un message pour dire qu'il y a des gens qui me prennent en privé, qui me disent n'importe quoi pour leur arnaquer. Donc, il y a de l'arnaque partout. Faire beaucoup d'attention. Formez-vous, apprenez et ensuite, vous avez votre place dans l'univers de la crypto. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie qui est est-ce qu'il n'y a pas de l'arnaque sur la crypto ou pas? Ah oui, super. Bon, ma question est, est-ce que tu as une fois idée dans ta tête de faire de l'humanitaire, c'est-à-dire de créer des associations pour essayer d'aider ou bien même faire des dons pour les pauvres ou bien quelque chose comme ça? J'ai déjà même en cours. J'ai déjà créé, parce que j'ai déjà créé, comment il s'appelle, mouvement, c'est-à-dire que aide les talibés, parce que moi je viens des talibés, je fais partie. Ce n'est pas encore formalisé, mais j'ai en train même de discuter avec certains imams, j'ai discuté avec pas mal de personnes. C'est ma femme même que j'ai délégué ça pour tout ce qui est social et tout, qui gère. Il fait partie de mes objectifs. Quand on est dans cette terre, c'est pour marquer nos empreintes positivement sur tous les niveaux. Et de la même manière qu'on a tout ce qu'il nous faut pour travailler, pour gagner, il y a des gens aussi qu'on ne va pas blâmer. Il y a personne qui souhaitait, tout le monde souhaiterait faire partie des gens qui donnent. Donc si tu fais partie des gens qui demandent, ce n'est parce que tu n'es pas le choix. Donc on fera le maximum. Il fait partie de mes objectifs, mais comme on le dit, même dans l'avion, on te dit avant de sauver, s'il y a une crash, avant de sauver tes enfants, sauve-toi d'abord. Donc on est sur ce niveau-là, essayer de nous sauver d'abord pour être sûr. Et à partir de là, on cherchera les moyens pour sauver les autres. Ouais. En tout cas, c'est très gentil de vous. Merci. Alors, si M. Seck doit commencer aujourd'hui à zéro, quels sont les pieds qu'il va mettre en place et commencer à monter à l'escalier encore pour devenir la personne qu'il a aujourd'hui? Si aujourd'hui, je devais recommencer à zéro, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je crée ma page YouTube. Donc ceux qui nous regardent vont aller créer leur page YouTube. Donc il faut déjà les inviter, déjà parce que moi j'ai déjà une chaîne YouTube, je parle de l'investissement, l'entrepreneuriat. Donc je vais mettre tous les liens avec l'équipe, je vais mettre tous les liens de toutes ces personnes sur la barre de description. Voilà. Si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, sans réfléchir, je vais créer ma page YouTube, je vais me mettre à fond sur l'apprentissage à travers les livres et je vais faire la crypto-monnaie. Voilà les 3 choses que je vais faire. Créer ma page YouTube, acheter des livres, même si je vais aller acheter des livres de 3 000, de 5 000, j'achète beaucoup de livres de lire, me former et me lancer sur la crypto. Les 3 choses que j'aurais faire si je devais recommencer à zéro aujourd'hui. Et je suis convaincu que ça peut me prendre encore du temps, mais j'y pourrais encore arriver avec YouTube, avec beaucoup encore plus de connaissances et de l'apprentissage. Le chemin va être long, mais on va y arriver. Alors, j'espère que vous avez aimé cet format. Si c'est le cas, vous nous le dites sur les commentaires. Après, moi, je vais continuer de le faire une fois par mois. Chaque mois, avec une nouvelle équipe qui vont venir poser des questions, on va essayer de répondre. Et peut-être même avec le temps, il y aura d'autres personnes que nous allons amener ici et leur poser nous aussi des questions. Ça pourra être intéressant. Donc, je remercie infiniment ceux qui sont, mes gladiateurs qui sont là, poser des questions. J'espère qu'ils ont posé des questions très pertinentes. Dites-nous sur les commentaires. Vous pouvez leur suivre tous aussi sur Internet, sur YouTube. Je vais mettre le lien de leur page YouTube sur la barre de description. Chacun est expert dans ce qu'il est en train de faire. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. On commence avec toi, Zongo Momoni, votre mot de la fin et qu'est-ce que vous allez dire ceux qui nous regardent un peu partout. Alors, moi, je suis 100% crypto. Voilà, donc si je veux donner un mot de fin, c'est pour parler toujours de la crypto-monnaie. Parce que l'objectif de ce que nous avons commencé, voilà, que vous avez initié bien évidemment par Partenaire International, c'est rien d'autre que la sensibilisation. Quand on dit sensibilisation, c'est en fait inculquer la crypto-monnaie dans le quotidien de tous ces Africains. Voilà. Donc si c'est la crypto-monnaie, donc il va falloir d'abord sensibiliser les gens à comprendre la crypto-monnaie, ensuite les former et faire des millions ensemble.
Donc, si vous nous suivez à travers cette chaîne YouTube le club Entreprendre Autrement, il va falloir vraiment vous y intéresser à la question de la crypto-monnaie. Voilà, c'est vrai, c'est la monnaie numérique. Il y a des risques, mais il y a aussi des avantages. Donc, à très bientôt, Zongo Moumouni, auteur du livre Tout comprendre pour éviter les investissements et maîtriser les fonds des crypto-monnaies, et également représentant des visions d'Afrique du côté de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Moustapha. Mon mot de la fin est que d'abord, merci de rester sur cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça n'a pas été court, c'était un peu long. Du coup, je tiens à préciser vraiment que le passage à l'action est la chose la plus importante dès que vous commencez, dès que vous avez une idée, en tête. Parce que tout a commencé par une idée. Dès que vous avez une idée en tête, dès que vous ne mettez pas en place cette idée-là, vous allez juste, cette idée-là va justement être nulle. Et que si vous voulez vraiment réaliser pas mal de choses, la première étape que vous devez faire, c'est de combattre votre peur et de passer à l'action. C'était Crypto Tafa et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Alors, toujours un grand plaisir de partager nos expériences, nos connaissances avec toute la communauté. Comme on a si bien dit, il n'y a pas toujours au mot de la fin. Cette vidéo, il va terminer, on n'a pas de temps de tout dire sur cette vidéo. Comme vous savez, tout récemment, moi et M. Sek, on a fait une vidéo sur Entreprendre Autrement et sur ma chaîne qu'il va mettre les liens aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut continuer à nous suivre. L'objectif reste le même, de partager le maximum d'informations que nous pouvons. C'est-à-dire, nous, on peut vous partager des informations, mais nous, on ne peut pas faire les actes à votre place. Sinon, tout le monde peut réussir dans le monde d'aujourd'hui. Si nous, on prend les décisions de faire des voyages qu'il faut le faire aujourd'hui, donc de partager nos connaissances sur YouTube, c'est pour permettre à toi qui nous regarde aujourd'hui ou permettre à ton frère ou bien à ton petit frère donc de réussir. Donc c'est pour ça, on va rester toujours connectés, rester abonnés sur toutes les différentes chaînes qu'on va mettre sur la barre de description. Et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Youssouf Doumbia, trader indépendant sur les marchés financiers, créateur de contenu sur YouTube, représentant des visions d'Afrique au niveau du Mali. Bientôt, nous serons au Mali. Si tu es au Mali, déjà, fais tout possible pour prendre ton ticket de conférence. Nous serons au Mali le 7 octobre 2023. On se donne rendez-vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous aussi qui nous ont accompagnés durant toute cette longue vidéo. Zongo, Moustapha, Oumar, c'est un grand plaisir de partager avec vous ces moments-là. Je vous attends sur les commentaires et merci à toutes les personnes qui ont eu à participer à notre conférence du Sénégal. Plus de 500 personnes, c'était vraiment un succès phénoménal grâce à vous. Donc les autres pays issus, que ce soit Mali, Burkina Faso, Togo, Abidjan. Merci beaucoup, à la prochaine.